la Yiddishkeit par rapport au yiddish. Alors très curieusement, en français, on a le yiddish, c'est du masculin, c'est la langue, c'est la langue. Et la Yiddishkeit, c'est tout ce dont la langue est nourrie, tout ce qu'elle porte en elle de racines et de sensations, d'odeurs, de lait de la mer, de pensées, de culture, et de cette culture qui puise si loin dans les sources, à chaque génération, à chaque siècle, et qui fait qu'il y a une transmission par la langue, et par cette langue qui est entre les langues, mais ça j'en reparlerai, d'une manière d'être dans le monde, en reprenant chaque fois, de génération en génération, tout ce qui nous vient des sources les plus lointaines, tel que ça s'est transformé en passant par le monde. Donc il y a une sorte de concaténation là, d'un savoir, de ce mode d'être dans le monde, avec ses racines, mais pas seulement avec ses racines, parce que ça serait n'être que soi. C'est une façon d'être soi dans le monde, avec les autres. Et la Yiddishkeit, voilà, le mot Yiddishkeit, c'est bon, mais c'est cet ensemble dont on a une nostalgie, parce que il n'y a pas de lieu pour ça, c'est un lieu de la mémoire. Il n'y a pas de pays pour ça, ça n'est que dans la langue. Et dans la langue se trouve rassemblé un ensemble de sensations, d'odeurs, de saveurs, de lait de la mer. Et en même temps, les racines anciennes qui sont comme des racines paternelles, puisque c'est venu par l'étude du texte, ce rapport au texte tel qu'il est passé par la vie, par les gestes quotidiens, ramené dans la vie quotidienne. Et évidemment, ce rapport au texte se transforme là, dans la vie quotidienne, avec le monde aussi, avec de l'autre en soi, pas seulement soi-même, pas seulement ses propres valeurs dans lesquelles on puise. Ce que je pense, moi, ce qui m'attache, je parle pour moi là, ce qui m'attache si fortement au yiddish, parce que j'ai fait ce retour vers le yiddish à l'âge de 35 ans à peu près, c'est-à-dire j'avais déjà vécu ma vie de femme, j'ai déjà des enfants. On revient là-dessus. J'ai senti le besoin de retrouver quelque chose dont je sentais que j'étais privée. L'existence en moi, je ne savais pas que c'était la langue, mais la Yiddishkeit sûrement. Quelque chose qui vivait en moi et qui ne trouvait pas place dans ce monde-ci, avec l'absence des parents, et puis les parents disparaissent. Les derniers qui sont encore porteurs de ça, comme un milieu naturel, disparaissent. Et tout d'un coup, tu sens que tu es porteur de quelque chose qui n'a pas de place dans le monde. Donc je suis revenue et j'ai fini par trouver que c'était ce qui me manquait, cette Yiddishkeit, qui est donc cet ensemble de, comme j'ai dit, d'odeurs, de saveurs, de gestes et du sens de ces gestes. Quand tu reviens à la langue, je suis revenue par nostalgie aussi certainement. Et je pense que beaucoup des gens qui viennent ici viennent par ce sentiment nostalgique de quelque chose qui est perdu, dont on a un héritage très dilué et dont on pense que ce qui est parti avec la tradition, puisque la tradition n'est plus là pour nous, est encore riche de quelque chose, on ne sait pas de quoi. Donc je suis revenue aussi vers ce que je cherchais, c'est la Yiddishkeit. J'ai fini par comprendre que c'était dans la langue. Et que la langue était riche de trésors qu'on n'imagine pas quand on ne cherche que cette aura nostalgique de cette chose qui a disparu et on ne sait pas trop ce que c'est. Tout d'un coup, par la langue, parce que d'où nous vient la langue maintenant? Des locuteurs, il n'y en a plus beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même la langue dans l'oreille. Pas dans la bouche, mais dans l'oreille. Et ça a été un gros effort pour moi de remettre la langue de l'oreille dans la bouche.
beaucoup plus long même que de me réapproprier la langue des textes, qui est une langue orale. Quand je dis la langue des textes, attention, parce qu'on a la langue des textes, qui serait la partie hébraïque de la langue, qui sont les textes sacrés et les commentaires, et la langue des textes en yiddish, qui sont une écriture d'une oralité, c'est-à-dire d'une manière de faire vivre ces textes dans le monde, à chaque génération, avec cet enrichissement de siècle en siècle, d'une expérience dans le monde qui se transforme avec la transformation du monde, mais qui repuise chaque fois, qui retourne à chaque génération à repuiser les valeurs dans les textes et voir ce qu'on en fait pour nous maintenant, avec le monde tel qu'il est maintenant, et avec le savoir qu'ont eu toutes les générations dont je suis issue. Et je pense que ça, c'est une position intéressante, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde, parce que c'est une position spécifique dans le monde. D'être avec ce savoir de siècle en siècle, de comment être soi avec de l'autre en même temps en soi. Et j'ai découvert ça dans les textes, qui est un travail, avec le travail de cette culture et de l'émergence de cette langue, de la langue orale à la langue écrite, à la littérature. Il y a eu un travail pour donner forme à cela, donc une culture qui peut se transmettre maintenant par la littérature. Et c'est là qu'elle nous arrive maintenant, par la littérature. Moi je traduis, donc j'ai appris beaucoup, même de la langue parlée, par la littérature, avant même de pouvoir me mettre la parole dans la bouche. Tout à l'heure, à la fin de l'atelier, quand je suis arrivé, donc tu te faisais travailler un texte qui se terminait un peu en forme de testament par « De ces lettres, je tire ma subsistance ». Tu peux... Alors c'est une nouvelle de Bashevis-Singer que j'ai choisi de prendre pour deux raisons. C'est un monologue de démon. C'est un démon qui parle. Il commence ainsi. Ir Hashed, moi un démon. Ir Hashed, Zogeides, Azenen Shoinishtoken Sheidim. Je peux témoigner qu'il n'y a plus de démons. Zuvos Sheidim, as der Mensch allein ist schon weit weg, ist schon greit zum Schlerz. À quoi bon les démons quand l'homme lui-même a déjà pris la place des démons, donc tout ce monde démoniaque se retrouve au chômage d'une certaine façon. C'est un texte ironique qui part de là et qui arrive... donc ça c'est l'introduction de ce monologue et la conclusion c'est... il n'y a plus de démons. Ce démon au début du texte dit « Je suis un démon juif ». J'ai appris, j'ai été au Cheder, j'ai appris la Gemara, j'ai appris les commentaires. C'est-à-dire qu'il a aussi la manière, il connaît la manière, il connaît la musique, il sait comment s'y prendre pour tenter même les plus pieux. Il a tous les moyens à sa disposition et il sait argumenter dans un sens et dans l'autre et utiliser les moindres finesses argumentaires. Et à la fin du texte, il arrive à cela, à dire « Mais maintenant, tout est détruit. J'ai assisté, ça fait 200 ans que je suis là. » Il dit plus que ça. Il dit « Irbin Shoindo, Eibik Mita Mitvor, une éternité plus un mercredi. » Que je suis dans cet endroit puisque je n'ai pas réussi à séduire là, c'est un trou perdu. Mais maintenant, tout a disparu. J'ai assisté à la fin, j'ai assisté à la disparition de ce monde, c'est la disparition de la Pologne, la disparition des Juifs, la disparition des démons. Et ce démon se retrouve, il dit je reste là, où aller? Où irai-je? Est-ce que je vais aller m'installer chez les assassins? Non, je reste là, dans ce grenier où il traîne encore un vieux livre, un petit conte de rien du tout, des histoires pour enfants, des histoires qui n'ont ni queue ni tête, ni gesteugen, ni geflogen. Mais les lettres sont des lettres juives, c'est les lettres de l'alphabet.
elles ont une substance, elles ont une valeur, elles ont une consistance. Et c'est de ces lettres que je tire ma subsistance. Il dit « Rzoig », je tète comme le lait de la mer. C'est de là que je tète, c'est à cela que je me cramponne, derin klamerzechon. Et puis il finit par dire, ben voilà, il ne reste plus rien. Le texte que j'ai est un texte qui n'a pas grand sens, mais les lettres, on peut encore puiser dans les lettres. Et il sort une comptine enfantine que les enfants récitaient en apprenant l'alphabet, les enfants de 3 ans qui apprenaient l'alphabet au Cheder, Aleph Hanodler. Et il prend voilà, une sorte de mélopée, parce qu'il faut entendre que le yiddish a ses mélopées, qui viennent aussi de l'usage de la cantillation des textes sacrés, mais ça passe dans le profane. Alors il y a la mélopée de l'étude des enfants au Cheder, la mélopée de l'étude des commentaires du Talmud, de la Gemara, des airs de la Gemara, et ça passe dans le profane. Ça donne aussi les chants de Batran, qui doivent et faire rire et faire pleurer, qui amènent dans le profane ce mouvement du corps et de la langue, la mélopée de la langue. Et le yiddish garde trace de cela. Et il nous développe voilà, une mélopée qui est une comptine enfantine. Aleph is a Nodler, je ne sais plus, a Nodler fleet, Beis is a boim bleat. Donc il y a des rimes de comptine. Et puis il tire cette comptine vers... je peux prendre le texte. Je prends le texte. Si je le retrouve. Aleph Hanodler fleet, Beis aboim blit, Gimel Hagaler knit, Dalet Adorn, et là il sort maintenant de la comptine. Donc on avait Aleph est un aigle, l'aigle vole, Beis c'est un arbre, l'arbre fleurit, Gimel est un prêtre, le prêtre s'agenouille, Dalet Adorn, la lettre Dalet est une épine, et on arrive au buisson d'épines, le fameux buisson d'épines de Moshe dans le désert, qui voit brûler le buisson. Et le buisson ne se consume pas. Et là, on a l'idée quand même que le buisson, maintenant, s'est consumé. Dalet Adorn, der Dorn brennt. L'épine brûle. Hey, a henker hängt. Hey, le bourreau pend. Vov a Werther, der Werther schenkt. Zayin a Zellner schießt. Donc Vov, c'est le gardien, et le gardien doit veiller qu'il n'y ait pas de feu, qu'il n'y ait pas de danger. Mais là, le gardien, on pense que le gardien, il devrait être là-haut et veiller sur nous, mais il pardonne. Schenkt. Zayin a Zellner, et Zayin, c'est le sens de la lettre Zayin, l'arme militaire. Zellner, le soldat. Zayin est un soldat. Et le soldat schießt, tire. Cheis a chazer nist. Donc arrive le cochon, puisque maintenant tout ce qui était sacré est réduit à néant, tout est devenu... voilà. Même la piété est enveloppée dans le... On a du pied de cochon enveloppé dans de la piété même. Cheis a chazer nist. Teis a toiter mest. Donc T c'est le mort, et le mort, on a le double mot là, germanique et hébraïque. Et le mort fait le mort est un mort. A toiter mest, yid, et c'est la lettre yod, la lettre 10. Yid, ayit, un juif. Ayid fargest, le juif oublie. Yo. Wie lang siehst du ein Jiddisch Wort? Et oui, tant qu'il y a une parole yiddish. Obichanon altenish. J'ai un appui. J'ai encore à quoi, sur quoi m'asseoir. Wie lang die Milben hab nicht aufgegessen, das
letzte Blatt, tant que les termites n'ont pas dévoré la dernière page, is noch do mit was dir zu spielen. Il y a encore avec quoi jouer, avec quoi faire du jeu, avec quoi s'amuser, mais il y a encore, ben voilà, Der Dorn brennt, tout a brûlé d'une certaine façon. Il reste ce livre, ces lettres, et avec ces lettres, on peut encore faire du jeu, faire encore exister quelque chose, quelques étincelles peut-être. On ne sait pas ce que vont donner les étincelles. En tout cas, voilà, encore ce qui peut encore être vivant là-dedans, tirer la substance, non, peut-être même plus des mots, mais des lettres. Il y a encore de quoi jouer. Was wird sein später, ce qu'il en sera plus tard, will ich farn Mäul nicht bringen. Je ne veux pas l'amener sur mes lèvres, je ne veux pas. Et parce qu'il y a une expression, n'amène pas sur tes lèvres, n'ouvre pas ta bouche au Satan, ne prononce pas le mal. Laisse. On ne sait pas. Ça pourrait arriver si tu le prononces. Donc ce qui sera plus tard, was wird sein später, will ich farn Mäul nicht bringen. Ohne Yiddish aus, sans une lettre juive ou yiddish. Isached Ayid Ois. Le démon juif est Ois. Fini. Donc ce qu'il nous dit là, c'est qu'on est presque à la fin. Il nous reste encore ça avec quoi on peut jouer. Il nous disait avant, je prends les mots, je joue avec les mots, je les torture, je leur tords le cou pour faire sortir du sens, le moindre petit sens que je vais pouvoir tirer de là, qui sera encore une chose pour moi vivante. Je pense que c'est... Moi, je m'identifie assez bien à ce démon Bashévis qui nous parle là. Et c'est avec ça que je fais, que je joue, que je travaille. Voilà. Ces lettres qui nous restent et qui sont porteuses aussi de destruction, c'est vrai. Oui. De création et de destruction, parce que ce qu'il disait avant, le livre de la création est retourné au Créateur. Et le livre de la création, il nous dit, Sefer Yetzir, c'est le grand livre de Kabbale, qui part aussi de donner du sens à la lettre, aux lettres. Hein, toute une pensée mystique qui se développe sur le sens des lettres, puisque les lettres ont été créatrices du monde. C'est ce qu'on tente de faire ici. Et c'est ce qu'on tente de faire ici. C'est dans ce texte, pour ça tout à l'heure, C'est pourquoi j'ai amené ce texte. Bah oui. Pour les gens qui viennent ici, ils ne savent pas que c'est ça qu'ils veulent. Petit à petit, ils le découvrent. Bon, moi, ça fait 5 ans que je viens. Il y a des gens qui viennent à cet atelier d'Yiddish avec moi. Et je pense qu'ils venaient au début. Et je vois bien ce qui est arrivé. Ils venaient, ils voulaient entendre. Il y en a encore qui veulent entendre, qui ne veulent pas apprendre les lettres. Je vois d'année en année, ils y viennent, ils apprennent, ils font des petits cercles d'études. À Strasbourg, à Lille, à Lyon, à Toulouse. Ils venaient entendre un peu, retrouver la cuisine de ma grand-mère, les paroles que j'ai entendues. Et puis petit à petit, ça prend corps, ça prend forme, avec ce peu, parce qu'on a affaire à une littérature riche de trésors. Et ces trésors-là, on les extrait et on voit qu'on a ces trésors. On peut encore faire des étincelles. On peut encore faire des étincelles. Ça, je comprends mieux aussi ce que disait, ce que voulait faire Jacques Robert quand il disait qu'il voulait écrire de nouveau écrire des chansons en yiddish, des chansons universelles qui ne parlent pas du monde juif, qui ne parlent pas du forcément. monde juif, qui parlent des juifs, qui parlent Simplement le fait qu'elles soient en yiddish, elles sont teintées de yiddishkeit. Tu Oui. vas dire les choses. Alors yiddishkeit, ça veut dire ça aussi, parce que le yiddish a été le vecteur, le grand vecteur de l'entrée dans le monde de la modernité, des masses juives qui, Oui. au XIXe siècle, et les débuts de la littérature yiddish, Mendele, Moïfersforum par exemple, les décrit enfermés, coupés du monde, enfermés. Coupés, attention, le monde se coupait d'elle, mais eux puisaient, on a commencé à traduire la littérature universelle dans cette langue. C'est-à-dire dès que c'est devenu une langue littéraire, alors on a puisé de partout pour s'enrichir, et ça a été réellement le vecteur de... On a pris de partout, on a amené ça dans cette langue pour permettre aux masses juives d'entrer dans le monde. Oui. Alors, c'est une langue qui a toujours cohabité avec d'autres langues.
j'ai l'impression, cohabité et qui s'est qui nourri s'est de nourri ces des autres autres langues. langues. Alors, cette langue, mais ça reste quand même là, peut-être on voyait dans ce texte d'un écrivain russe qui pouvait presque dire André Makin. ou André Makin, qui était presque aussi d'une langue à l'autre, mais qui de son point de vue de la langue russe se rendait compte qu'il avait deux langues différentes, sa langue d'enfant et puis une langue aussi après acquise et travaillée qui était sa langue littéraire. Mais là c'était le français, mais ça aurait pu être le yiddish. Enfin, ça peut tourner comme ça. Pour toi, là, quand tu étais enfant, tu as connu le yiddish tout petit. Alors j'ai eu cette même expérience. Tu Évidemment, peux moi je suis oui, née pendant la guerre. oui, Pendant la guerre, je suis née au pire moment. C'est-à-dire que mes parents étaient déjà arrêtés. Je peux dire que je suis née en prison. La menace était déjà là. Je suis née fin 41, janvier 42, et ça aurait dû avoir lieu en décembre 40. Je veux dire, je suis née réellement sous la menace d'extermination. La menace était déjà là. Janvier 41, on sait bien, c'est la conférence de Wannsee qui décide de la solution finale, qui est mise en œuvre 6 mois plus tard à l'échelle européenne. Mes parents sont déjà en prison, mon père est arrêté, mis dans un camp, je suis avec ma mère. Ma mère réussit à l'occasion de l'accouchement à sortir de prison pour accoucher. Donc c'est vrai que je suis née sous cette menace-là de mort. Sans qu'on sache exactement encore. Voilà. La menace était là, en réalité elle était déjà grandement présente, mais elle n'était pas encore perçue réellement dans toute sa dimension. Et mon père m'a jamais vue, il a été fusillé 3 mois après ma naissance. 6 mois après ma naissance, il y a la rafle du Veldiv. Ma mère a appris qu'il y aurait la rafle. La veille, un policier du 11e arrondissement est venu rue Bafroy, dans cette rue qui était entièrement juive à l'époque, prévenir à la boulangerie que le lendemain on allait arrêter les juifs non français. Donc elle a pris son bébé et puis elle est allée chez sa famille dire il faut partir, il faut aller ailleurs, ils vont arrêter tout le monde. Eux lui ont dit mais où tu vas aller toute seule avec ton enfant, reste ici avec nous, ils n'arrêtent que les hommes. Alors le père est allé se cacher au grenier et ma mère a dit non, ils vont arrêter tout le monde, là, ils nous arrêtent. Elle avait raison. Elle est partie ailleurs, se cacher chez des gens qui avaient la nationalité française. Toute la famille donc, de son oncle, là, les 6 enfants ont été arrêtés, raflés. Bon, au moment de la rafle du Veldiv et Drancy, Auschwitz, tous, sauf la cousine, la fille aînée, qui a cru ma mère et qui est allée avec elle. Ma mère a passé la ligne de démarcation pour aller en zone sud, le passage de la ligne, voilà, pour aller à Lyon, puisque c'était censé être zone non occupée, fin août, septembre 42. Elle arrive à Lyon, pieds nus, ayant tout perdu en route, avec son enfant dans les bras et la jeune cousine de 15 ans. Et à Lyon, on est caché dans un grenier au-dessus du garage, au-dessus d'un garage à la Croix-Rousse. Mon seul univers, c'est ma mère. Et l'univers extérieur qui est hostile, dont je sens la menace. J'ai ce souvenir. Caché dans le grenier, je sais, avant même que le langage me vienne, je perçois. Et j'ai des récits qui me sont venus après, combler des premiers souvenirs, comme on est dans ce funiculaire qui monte à la Croix-Rousse.
Et probablement des Allemands sont... Voilà, parce que ma mère est arrivée, et à peine arrivée à Lyon, la zone sud n'est plus du tout non occupée. Et Lyon est un endroit des plus terribles, avec Barbie. Et ma mère était dans la résistance, la MOI, qui était la résistance où il y avait des Juifs, des Grecs, des Espagnols, main-d'œuvre immigrée. Oui, j'allais parler d'un moment où les Allemands sont montés dans le funiculaire et ma mère m'a posé sur les genoux. Il y avait 2 bonnes sœurs devant elle. Moi, j'ai pas le souvenir de ça, mais je pense que j'ai le souvenir du moment, d'avoir senti l'angoisse de ma mère et cet abandon, parce que voilà, ce sentiment d'abandon m'a lâché dans le monde. Ça, je sais que je l'ai, voilà, je l'ai. Les bonnes sœurs ont compris, m'ont prise avec elles. Je suis restée quelques jours dans le couvent et ma mère est allée me reprendre après. Par contre, j'ai ce souvenir. Ma mère parlait yiddish. Elle est arrivée en France en 1938. C'était une militante déjà en Pologne. Elle avait fait de la prison en Pologne. Bon, une femme très consciente de ce qui se passe. Une grande intelligence de l'événement et des rapports avec les gens. Hein, de susciter la solidarité chez les autres ou de se méfier. Enfin, une grande intelligence de ça, de qui il faut se méfier et de chez qui il faut susciter l'élan de solidarité. Ça, c'en est un exemple, par exemple, me poser sur les genoux des bonnes sœurs. Décision rapide. Oui, oui. Donc elle me parlait yiddish dans le grenier. J'ai ce souvenir-là. J'ai l'image, j'ai des images fortes de la première enfance. Le grenier. Et on est là dans le grenier de notre démon, qui reste dans ce grenier hors du temps, déjà là. Il dit, je parle au temps présent parce que pour moi le temps s'est arrêté. Donc il y a le grenier avec la langue de ma mère. C'est la langue d'enfance. Et la langue de cette jeune cousine qui, elle, me parle français. Donc je suis dans une sorte de continuum où il y a des mots de yiddish et les mots de français de ma cousine, mais ça c'est la langue d'enfance qui n'a pas de structure. Je ne sais pas ce qui est d'une langue, ce qui est de l'autre. Je ne sais pas où un mot commence, où un mot finit, où une phrase commence, où une phrase finit. Mais c'est un enfant, comprend tout ce qu'on lui dit. L'enfant comprend tout ce qu'on lui dit. Donc c'est une langue qui te met en contact. Là, le monde est très rétréci. C'est le monde minimal. J'ai une mère qui me parle en yiddish, une jeune fille de 15 ans qui me parle en français. Donc ces mots, le premier mot dont je me souviens, le premier mot que j'ai prononcé dont je me souviens, c'est Adorana. Adorana, je t'adore Anna. La jeune personne qui est là avec moi, dans les mêmes conditions, cachée aussi, sous la menace aussi, mais on est ensemble. Ma mère, Adorana et moi. Donc voilà, ça c'est cette langue-là. Les premiers mots que j'ai prononcés de cette langue-là dans la rue. Je veux un petit œuf. Ma mère m'a frappé sur la bouche. Donc ça fait partie de... Je comprends qu'il y a une menace. N'ouvre pas ta bouche. Cache ta langue. Je comprends que ce que je suis, je ne sais pas ce que c'est, évidemment. Un enfant de 2 ans qui se construit par le langage. Je comprends que je dois le cacher, que c'est dangereux, qu'on veut ma mort pour cela, bien que je ne sache pas pourquoi. Donc je me tais. Très peu de temps après, l'organisation de la résistance me place chez des paysans à la campagne. Et j'ai dit plus tard, voilà, je pense que j'ai appris à me taire dans toutes les langues du monde. C'est le sentiment que j'avais. Ma jeune cousine, ma grande sœur, pour moi c'était ma grande sœur, m'a raconté plus tard qu'elle a retrouvé, parce qu'en principe ma mère ne savait pas où j'étais. Mais on lui a demandé d'envoyer mon lit. Donc elle est allée à la gare, elle a vu, bon le lit était très caractéristique, c'est lits en fer,
ces volutes là. Ça, bon. Elle a vu l'adresse. Elle est allée là-bas en vélo, donc un village près de Lyon. Elle m'a raconté plus tard que je ne lui ai pas dit un mot à elle, à Dorana, que je n'ai même pas levé les yeux sur elle. Elle m'a prise à part, elle a compris que donc j'étais déjà enfermée sur moi-même. Il y avait dans cette... oui, que je lui ai pas dit un mot, j'ai même pas voulu lever les yeux sur elle. Je pense qu'on m'a pas laissé à cet endroit, qu'on m'a changé d'endroit. Peut-être j'étais un peu mieux dans l'endroit suivant. Il y avait encore une jeune femme, une toute jeune femme, 16 ans, une jeune fille. Alors j'ai le contact et probablement c'est ça qui m'a sauvée de l'autisme et de la mutité. J'ai retrouvé cette personne 50 ans après. Avec une petite photo, je suis allée dans le village. J'ai dit, est-ce que cette personne... J'avais une photo de moi avec elle. Un jeu, ce jeu. Et j'ai le souvenir d'une sorte de force de ce jeu où on empile les mains. Contact. Et elle m'a donné ensuite d'autres photos où je tiens un chat serré contre moi, où je tiens la tête de la chèvre. Et moi j'ai le souvenir, je suis sur le vélo derrière elle et je l'empoigne à bras le corps comme ça. Il y a eu ce contact avec des humains ou des animaux. Elle s'occupait de moi, je me souviens, elle me peignait, elle m'habillait, elle m'apprenait les prières. Et j'ai ce souvenir d'être dans l'église. Ce souvenir-là, je ne sais pas si je vais le raconter là. Oui. C'était Pâques. Alors je suis dans l'église, et l'église à Pâques, c'est très curieux, voilà pourquoi je vais le raconter quand même. Pâques, on sait que pour les Juifs, ça a toujours été une période critique. On sait que compliqué à raconter ça. La période de Pâques est dangereuse, puisque c'est à ce moment-là, en Pologne, souvent il y avait des pogroms, puisque le vendredi saint, où la chrétienté s'afflige de la mort du Christ, du Dieu, mais on accuse de déicide les Juifs à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une reprise d'un rite juif qui est d'abord le repas du Shabbat, et puis la Pâque, le repas de la Pâque, où on partage le pain et le vin pour commémorer une fête de la libération de l'esclavage, la libération d'Égypte. Il y a une reprise de la part de la chrétienté de ce rite-là pour en faire l'affliction de la mort, et de la mort, pas seulement de la mort donnée, et en plus on accuse de cette mort donnée le peuple juif, considéré comme déicide. Donc il y a une sorte de retournement de ce rite juif en un rite contre les juifs. Bon, je dis ça, mais en vérité, moi je ne sais rien de tout cela. Je sais simplement que c'est Pâques, que je suis parmi des gens, et j'ai l'image, je le vois. C'est encore une angoisse en moi, ça. Le prêtre passe devant chacun avec le crucifix, et chacun l'embrasse. Et moi je vois ça, le corps nu du Christ, que chacun a embrassé. Et le corps nu, blessé, saignant, avec les épines. On a encore là, l'épine, le sang. Et j'ai une sorte de... Alors ma mère m'a fermé la bouche à la parole et à la nourriture aussi. Dans cette phrase, on a faim, on est caché, on n'a pas de papier, donc on n'a que des faux papiers et pas forcément des cartes des tickets de rationnement. Donc il faut les faux papiers, il faut les faux tickets de rationnement, enfin c'est un peu compliqué. Ma mère m'a nourrie au sein très longtemps, jusqu'au moment où, voilà. Donc je pourrais dire comme ce dernier démon qui dit je me nourris comme je tète le lait de ma mère avec les mots de cette langue, mais en même temps je ne dois pas les sortir de ma bouche. N'ouvre pas ta bouche au démon.
Ne le laisse pas sortir de ta bouche. Alors moi, j'ai tout gardé, enfoui. Et voilà qu'il faut embrasser une chose pour laquelle tout d'un coup j'ai un dégoût terrible. De la mort, je vois bien que c'est une représentation du supplice, de la mort, du sang. Et je sens que c'est une chose contre moi. C'est une arme aussi, d'ailleurs la croix c'est l'épée. Je ne sais pas comment un enfant de cet âge, entre 2 et 3 ans, peut avoir cette perception immédiate, sensorielle, de toute cette élaboration de sens que je viens de donner là. En tout cas, c'est là. Donc je sens que je suis autre que les autres parmi les autres. Je dois cacher cet autre que je suis. Je ne sais pas ce que je dois cacher. En tout cas, que je cache ma langue, ça c'est sûr. Mais ce que je cache en cachant ma langue, je ne le sais pas. C'est seulement quand je suis revenue, voilà, 35 ans plus tard au yiddish, que j'ai découvert ce qui était enfoui en moi, ce que j'ai caché en moi, la richesse que c'était. Pendant 35 ans, on pourrait dire presque à partir de ce moment-là, tu viens de me raconter, tu caches le yiddish Non, alors je le cache en moi, c'est-à-dire que je ne peux pas le prononcer. Par contre, ma mère ne savait plus où j'étais. Après la guerre, elle m'a retrouvée. Je suis restée encore jusqu'en 1948 dans les maisons d'enfants d'orphelins. Cette période-là, alors pour moi, c'est la période la plus heureuse de ma vie. La maison des orphelins. Je suis parmi mes pères. C'est le seul moment de ma vie. C'est le seul moment de ma vie où je ne suis pas dans l'angoisse. Enfin, je suis parmi les miens. Et les miens, ça ne veut pas dire les juifs. Ça veut dire ceux qui ont traversé une période où ils ont été sous la même menace que moi. On en est sortis, on est là, et on recrée un monde. Nous, les enfants, je vois maintenant qu'on est tous blessés, traumatisés. Moi-même, je me revois faisant pendant des heures comme ça, je ne parle pas, je me tape la tête contre les murs. Les enfants, le soir dans le dortoir, il y en a beaucoup qui font ce geste-là, ils se repoussent, enfin bon. En même temps, c'est pas grave. On n'a pas le sentiment d'être blessé. On est des enfants vivants, on joue. On joue. Il y a des échanges. On est avec des éducateurs qui sont, pour l'époque, puisque quand j'ai été tirée ensuite de ce cocon-là, qui est pour moi la famille, l'utérus, ça a été ça pour moi. Le tracht, où j'ai été portée dans une humanité. C'est-à-dire que tout ce que j'avais développé de pensée, de savoir en moi, tout d'un coup ici, pouvait se reposer parmi les miens. Se reposer, pas seulement, créer de l'humain et du langage. Créer de l'humain en ce sens que, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ces éducateurs qui étaient là avec nous, jeunes, eux aussi sortaient de cette même situation, où eux aussi ont été blessés, cachés, humiliés, ont perdu leur famille, sortis des camps, certains sortaient des camps. Mais ils étaient nourris d'une Yiddishkeit qui était bien en avance, même sur le plan pédagogique du rapport aux enfants, bien en avance que ce qui existait dans le monde alentour, sur tout ce qui existait dans le monde alentour. Quand ma mère m'a sortie de là, que je me suis retrouvée à Paris, à l'école, dans mon quartier, très pauvre, dans alors ce qui n'était pas un cocon, mais qui était je ne sais pas comment dire ça, une promiscuité effroyable, où il y avait de la haine et de trop... Bon, j'en parlerai plus tard peut-être. En tout cas, ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'être parmi les pères. L'image que j'en ai, c'est qu'on était assis sous un arbre, voilà, comme me voici assis sous un arbre, je suis seule ici avec toi, sous cet arbre. Nous sommes assis sous un arbre et nous parlons. Alors peut-être il y a eu quelque chose comme ça, en tout cas c'est l'image qui m'est restée de la maison des orphelins, Kinderheim, la maison d'enfants, Heim,
hein, le foyer des enfants. Mais pas seulement des enfants, avec ces jeunes adultes et les adultes qui étaient avec nous, puisqu'il y avait un directeur, une directrice. Et le sentiment que j'avais, c'est je ne pouvais pas le savoir comme ça à ce moment-là, mais c'est le sentiment que j'avais qu'on était en train de reconstruire un monde entre nous, comme on pouvait, mais un monde humain réellement, des valeurs, une pédagogie déjà, c'est pas seulement qu'on était filles et garçons ensemble dans la mixité, mais aussi des qualités pédagogiques très en avance, quoi, que j'ai retrouvées plus tard quand j'ai mis moi mes filles à l'école de Crowley, où il n'y a pas le pouvoir du maître sur les enfants. Il y a ce partage, voilà. On est assis en rond, hein, la table ronde, mais c'est pas une table, une pelouse en rond sous un arbre. Pourquoi j'ai parlé de ça? Je voulais dire autre chose à partir de là. Bon, mais voilà. Je parlais de mon rapport au yiddish. Là, il y a eu un peu de yiddish, parce que certains de ces jeunes éducateurs qui sortaient des camps parlaient yiddish. C'était leur langue et ils sortaient eux aussi de... Voilà. Il y en a une qui sortait d'Auschwitz en tout cas, et qui ne parlait pas français encore, qui était dans cette langue. Mais sinon, on ne nous a pas vraiment enseigné le yiddish là. Par contre, quand ma mère m'a repris avec elle, je me suis trouvée plongée, immergée dans la même chose que ce que je viens de décrire là, chez les enfants, avec leurs éducateurs qui sont en train de recréer un monde. Alors il y avait les rescapés de ce désastre qui étaient de nouveau plongés dans le monde, se remettaient au travail, se remettaient à vivre dans une sorte de vitalité folle de la survie. Ils arrivaient de partout, ils se recherchaient, ils se retrouvaient, recréer des familles, puisque les familles étaient détruites, recréer de la langue, et surtout le yiddish. Alors j'ai été complètement entourée, ça parlait yiddish, ça vivait en yiddish, ça se battait, ça chantait, on travaillait dans les ateliers, on se débrouillait pour survivre avec ces travaux que font tous les immigrés, et là c'était les immigrés juifs, mais il n'y avait pas que des juifs d'ailleurs, il y avait aussi d'autres qui entraient, des gens qui avaient besoin... Bon, les pauvres aussi, donc les femmes finissent la couture à la main, les hommes on les met, ceux qui se taisent sont presseurs, parce que ceux qui se taisent, c'est-à-dire ceux qui reviennent des camps souvent. J'ai été dans beaucoup d'ateliers, j'ai vu que souvent le presseur était un homme qui rentrait des camps, lourd de silence, lourd d'une parole enfermée. Et il est là, la presse, lourde, avec le poids, la chaleur, la vapeur. Il est un peu à l'écart dans l'atelier. Et sinon, dans l'atelier, alors il y a les machines, les mécaniciens à la machine. Et moi, j'étais là, sous les tables et sous les machines. Je me suis emplie de cette vie, de ces chants, de ces discussions, de ces rires, de ces blagues, des jurons et des discussions politiques terrible qu'il y a eu à l'époque, parce qu'il fallait trouver une direction. Ils avaient été communistes, l'idée de Eretz Israël, comment Israël est né à ce moment-là, donc des bagarres politiques acharnées, tout ça dans cette langue. Donc voilà, j'ai été emplie de ça. Mais alors, ça m'entrait par l'oreille, ça m'est rentré dans la tête, j'avais le sentiment, ce monde-là est vivant, vivant à ce point, d'un surplus de vitalité pour se remettre à vivre, pour continuer à vivre. Mais c'est pas le mien non plus. J'en suis exclue. J'ai été exclue de l'autre monde, je suis exclue de celui-là, je n'ai pas cette langue. Au bout d'un moment, je n'écoutais plus. C'est leurs histoires. Moi, je vais devoir me former autrement là-dedans. Et en effet, ça s'est passé autrement pour moi. Donc je n'écoutais plus, mais j'entendais. Donc je suis restée avec ce yiddish qui me parlait, je ne sais pas comment. Donc ça a continué à être cette langue d'enfance non structurée, qui dit beaucoup, tout est là, tout le sens est là.
Mais je ne peux pas pratiquer parce que je me suis structurée dans une autre langue. Il y a le français à l'école. Et à l'école, ça marchait très bien. Alors à l'école m'est arrivé, je me suis structurée dans la langue française, qui m'a pas été facile d'acquérir parce qu'il n'y avait pas de français autour de moi. Je ne l'ai eu que par l'école et par la littérature. C'est-à-dire la blague qu'on a fait l'autre jour quand on nous dit « Qu'est-ce pour vous la France ?» Et j'ai dit « Moi, je ne peux pas choisir des images. Pour moi, la France, c'est la langue. C'est la langue. J'ai attrapé cette langue, mais par où je l'ai attrapée? Alors Victor Hugo, voilà. Tout d'un coup, j'ai vu l'image de Victor Hugo et j'ai dit « Ah bon, alors s'il faut une image, alors c'est Victor Hugo, non pas comme image de ce qu'est Victor Hugo, mais de la langue, parce que je me suis mis la langue dans la bouche. J'ai commencé à lire et à réciter pendant des heures. La légende des siècles, ou n'importe quoi, tout Victor Hugo. Donc voilà, par où moi je suis entrée dans la langue. Alors je suis restée, je suis entrée dans la langue française, par là, par la langue littéraire. Une langue littéraire quand même rythmée, rimée, et forte d'une pensée, bon, qui est celle de l'humanisme et des droits de l'homme et de tout ce que... qui est la même chose qu'il y a dans la littérature yiddish. On a beaucoup traduit Hugo d'ailleurs, et Zola. C'est la même chose qu'on retrouve d'un côté et de l'autre. Mais dans la langue yiddish, il y a... non, alors je voulais dire qu'au bout d'un moment, je me suis formée dans cette langue et il y avait en moi toute cette chose dont je ne savais pas qu'elle continuait à vivre en moi. C'est-à-dire que je suis entrée, alors j'ai fait des études, voilà, j'ai fait ma vie de femme, des enfants, j'ai élevé mes enfants, et tout d'un coup je me suis retrouvée. Alors est venu un moment, j'ai toujours été quelqu'un qui parlait peu, qui parlait de manière essentielle, très, très concise, mais peu. Est venu un moment où je suis tombée dans le théâtre. Voilà. Et ce qui m'a poussée dans le théâtre, c'est probablement le fait que je m'étais emplie de paroles sans pouvoir moi. C'est-à-dire que je m'étais emplie sans pouvoir exprimer. Si ce n'est que ça passait probablement par le regard. J'ai ce sentiment que tout m'est entré par les oreilles et ça ne s'exprimait que par le regard ou par quelques mots perçants, comme des regards perçants. Plus que par la langue. Plus que par la langue. J'étais brillante au lycée. Déjà, je suis entrée au lycée à une époque où c'était un concours d'entrée. Je me suis retrouvée dans les premiers du 5e arrondissement, donc dans la meilleure classe, avec les enfants des intellectuels. J'étais brillante, mais je vois bien maintenant que c'était aussi parce que j'avais pas une grande surface de cette langue, de cette culture. Donc c'était par je ramasse beaucoup en peu de mots. Et puis je suis tombée dans le théâtre, c'est-à-dire que là j'ai rencontré cette nécessité tout d'un coup qu'il fallait que tout ça sorte de moi. Et à partir du silence, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai appris à me taire dans toutes les langues du monde. Donc maintenant, ce silence doit s'exprimer. Et je suis entrée dans une forme de théâtre qui est issue... J'ai rencontré un groupe qui travaillait... qui avait travaillé, fait des stages, travaillé avec Grotowski. Voilà. Donc, un théâtre où on fait surgir les émotions, les sensations, et ça s'exprime par la parole, mais ça passe pas d'abord par la parole. Il y a le surgissement qui va aller vers le fait que les paroles qui vont sortir vont être aussi pleines de cet arrière-fond. Et il se trouve que ce théâtre-là, ce travail de théâtre-là, celui-là, a fait surgir de moi la langue enfouie. D'abord comme voix, travail de voix, et les autres ne comprenaient pas ce que je cherchais, les autres autour de moi. Qu'est-ce que tu fais là?
Et j'ai compris plus tard que ce que je faisais, c'est que cette voix que j'avais dans l'oreille, il fallait que je fasse ça pour qu'elle me ressorte par la bouche. Elle était là, ou peut-être là aussi d'une certaine façon, et il fallait que ça fasse ça. Et ça a été un long travail de réappropriation, une fois que j'ai compris ça, que c'était pas seulement une voix, que c'était une langue, et que cette langue était une culture, une Yiddishkeit, une pensée, tout ce que j'ai dit au début. Tout un mode d'être au monde, et que ce mode d'être au monde s'exprimait dans une littérature. Et une littérature qui puise ses sources dans le texte de la Torah, dans l'hébreu biblique et dans l'hébreu mishnaïque, qui est l'hébreu du commentaire de la Torah, c'est-à-dire que ce qui fait le juif dans le monde, c'est pas seulement la Torah, c'est pas le texte comme texte, c'est ça, plus le commentaire qu'on en fait à chaque génération, le commentaire qu'on en a fait à un certain moment, qui a été un moment déjà d'exil, c'est-à-dire ce qu'on en fait dans l'exil, ce qu'on fait des valeurs fortes, la loi qui s'est donnée, telle qu'elle se transforme quand on la met dans le monde, dans la vie qu'on partage avec les autres, dans la langue qu'on partage avec les autres, dans ces langues, dans ces judéo-langues, qui sont des langues de l'entre-deux, où justement, il y a du jeu. On est avec soi, mais on n'est pas collé à soi-même. On explique, on dit le texte, et en même temps, tout de suite, on va le traduire, et parce que le mot yiddish au départ, taitch, yiddish taitch veut dire traduire, et a fini par vouloir le mot taitch, qui est l'allemand, puisque c'est du judéo-allemand au départ. C'est pas du judéo-allemand, c'est déjà du judéo, une sorte d'allemand déjà plus imprégné de racines romanes que le Mittelhochdeutsch des Allemands de l'environnement. Mais bon, disons grosso modo, c'est déjà une langue composite, le laz, une langue composite, où entre l'hébreu, puisqu'on puise dans l'hébreu, donc l'hébreu entre dans cette langue, et en forme aussi la syntaxe et la musique, puisque la cantillation, on s'incorpore le texte hébraïque en ivri taitch, en ivri en hébreu, et taitch allemand, mais le taitch prend plus de place, puisque pour comprendre le texte hébraïque, on est obligé de taitchen, c'est-à-dire de traduire, c'est-à-dire de paraphraser, d'expliquer, de commenter. Donc sur la même mélodie, on apprend aux enfants dès l'âge de 3 ans, on leur apprend les lettres, et tout de suite, ils s'incorporent le texte biblique, 3 mots d'ivri, et pas 3 mots, mais ces 3 mots en taitch, ça fait déjà toute une phrase sur la même mélodie. Et c'est ça le taitch, la judéo-langue qui vient, qui est cette langue de l'entre-deux. Et la position juive dans le monde, c'est être avec l'hébreu biblique, l'hébreu mishnaïque qui est déjà avec de l'araméen, du judéo-araméen, qui est déjà du commentaire, déjà du taitch entre guillemets, du targum, puisque targum a ce même sens, c'est le mot qui veut dire araméen, le turcoman, targum, c'est déjà du judéo-araméen, donc de la traduction et du commentaire, et ensuite l'hébreu le targum, l'hébreu mishnaïque, du commentaire, plus les commentaires rabbiniques qui se font à chaque génération, où chaque fois les thèmes sont réactualisés et se transmet par la langue non seulement ses sources, mais aussi le savoir historique qui se transmet de génération en génération, de cette position-là dans le monde, avec ses bénéfices et ses maléfices. C'est-à-dire ses bénéfices parce qu'on est dans l'échange, et ses maléfices parce que chaque fois tombe une calamité du fait que le monde n'accepte pas cette position. Et on l'a vu jusqu'au Chourm, jusqu'à la destruction de ce qu'on appelle la Shoah. Où cette culture de l'entre-deux a disparu. Ses locuteurs ont disparu, ses créateurs ont disparu, ce jeu-là de l'entre-deux a disparu, le judaïsme n'a pas disparu. Mais ça, ce jeu-là de l'entre-deux a disparu. Il y en aura peut-être un autre, en Israël, parce qu'à mon avis, Israël va jouer maintenant à l'échelle de la terre ce jeu-là.
d'être l'entre-deux. Donc le bouc émissaire d'une certaine façon, parce que le monde n'est pas encore prêt à accepter cette position-là d'être du soi et de l'autre. Et je pense que c'est ça le trésor de la culture yiddish et de sa littérature. C'est de faire jouer ça chaque fois de manière très fine, très vivante, à tous les degrés. Au degré le plus simple, le plus proche, le plus trivial, et avec en même temps les explications les plus talmudiques et les plus kabbalistiques. Tous les degrés sont là en même temps parce qu'ils sont là dans la langue. Et même dans la langue la plus simple. Il y a des gens qui disent « Ah mais moi, le yiddish que j'ai eu, il n'est pas si savant, c'est un yiddish vulgaire, disons, les gros mots. » Là. Il faut savoir que même dans ce yiddish-là, tout est là. C'est ce que nous dit le démon là. Même dans la lettre, on peut faire ce jeu-là. Alors faisons ce que nous pouvons pour continuer ce jeu avec ce qui nous reste, ce que nous avons encore de ces étincelles de vie en nous, pour donner vie à cela autant qu'on peut. Et comme il dit, ce qui sera plus tard, je ne veux pas le mettre sur ma bouche, le mot disparition, ça va disparaître. Ne le prononçons pas, faisons jouer ce que l'on peut encore, et ici est un lieu où on fait cela.